À Brightmoor, dans la banlieue de Détroit, Tess arrive à la maison qu'elle a réservée en ligne. Les instructions indiquent que les clés se trouvent dans le coffre à clés, mais celui-ci est vide. Elle appelle immédiatement l'agent immobilier pour obtenir de l'aide, mais tombe sur sa messagerie vocale. Après avoir laissé un message et ignoré plusieurs appels de son ex, elle remarque que la lumière est allumée à l'intérieur. Tess sonne et, à sa grande surprise, Case ouvre la porte. Il explique qu'il loue la maison et ils comprennent que l'agent immobilier a fait une double réservation par erreur. Comme il pleut des cordes, Case invite Tess à entrer. Il lui montre ensuite sa confirmation de réservation pour prouver qu'il dit vrai. Tess appelle l'hôtel le plus proche pour essayer de trouver une chambre, mais malheureusement, il est complet pour la nuit. Case surprend la conversation et fait remarquer qu'il y a un congrès médical en ville, donc il ne pense pas qu'il y aura de chambre disponible. Il la convainc de passer la nuit chez lui et lui laisse même le lit car il peut dormir sur le canapé. Dans la chambre, Tess trouve le portefeuille de Case, elle prend donc une photo de sa carte d'identité avant de la lui rendre. Après sa douche, elle retourne au salon et trouve Case qui l'attend avec du vin. Tess refuse le verre mais accepte de bavarder un moment. Elle lui explique qu'elle est en ville pour un entretien d'embauche avec une documentariste nommée Catherine, et Case lui révèle que le prochain film de Catherine portera sur un collectif musical de Détroit, dont il est l'un des fondateurs. Le fait d'avoir un point commun les aide à s'entendre et la conversation dure des heures, tandis que Tess finit par boire malgré tout. Au milieu de la nuit, Tess est réveillée par le grincement de la porte. Soudain, elle entend un crissement et découvre que la porte de la chambre est ouverte. Case fait un cauchemar sur le canapé et c'est lui qui émet des bruits étranges. Tess s'approche et le secoue en l'appelant. Au début, rien ne se passe, mais lorsqu'elle réessaie, il se réveille en sursaut et elle pousse un cri de surprise. Tess lui demande s'il a ouvert sa porte, mais il jure que non. Tess retourne alors dans sa chambre et prend soin de bien fermer la porte à clé avant de se coucher. Le lendemain matin, Tess se réveille et découvre un mot de Case, il a dû sortir, mais il lui souhaite bonne chance. En partant, elle laisse la clé dans le coffre-fort. Au lever du soleil, Tess est surprise de constater que toutes les maisons du quartier sont en ruine, à l'exception de celle qu'elle louait. En ville, elle retrouve Catherine dans un café pour l'entretien. Quand Tess lui dit où elle loge, Catherine trouve ça dingue et la prévient que le quartier n'est pas sûr. Quelques instants plus tard, Tess rentre à la maison et aperçoit un sans-abri nommé André qui tente d'attirer son attention. Alors qu'il se met à courir vers elle, elle se précipite vers le coffre-fort pour prendre la clé et parvient à entrer juste avant qu'il ne la rattrape. Il frappe violemment à la porte et lui ordonne de sortir, ignorant ses demandes de partir. Tout en gardant un œil sur la fenêtre, Tess tente d'appeler la police, mais on lui répond qu'il n'y a pas d'unité disponible pour le moment. Tess se rend ensuite aux toilettes et constate qu'il n'y a plus de papier toilette. Elle fouille toutes les pièces de la maison, mais ne trouve rien. Elle décide alors de descendre à la cave. Tess finit par trouver le papier et s'empare rapidement d'un rouleau. Mais en voulant sortir, elle s'aperçoit que la porte s'est verrouillée. Elle a beau la secouer, impossible de l'ouvrir. Et impossible d'appeler à l'aide, car elle a laissé son téléphone à l'étage. Tess possède la clé principale, donc Case ne pourra pas rentrer à son retour. Il y a aussi une fenêtre qu'elle ne parvient pas à ouvrir. En cherchant un objet pour ouvrir la porte, Tess découvre une corde qui sort d'un trou dans le mur. Lorsqu'elle tire la poignée, une porte secrète s'ouvre. L'intérieur est plongé dans l'obscurité, alors elle décide de l'ignorer. Des heures plus tard, Tess, lasse d'attendre, prend un miroir et reflète la lumière du sous-sol dans la pièce mystérieuse. Elle aperçoit alors un court couloir, le traverse et découvre une autre porte. Elle l'ouvre et allume la lumière, révélant un vieux matelas, un seau, un appareil photo et une empreinte de main ensanglantée sur le mur. Horrifiée, Tess se précipite au sous-sol. Soudain, on frappe violemment à la porte d'entrée. Tess regarde par la fenêtre pour s'assurer que Case est enfin rentré. Elle frappe à la vitre jusqu'à ce qu'il l'entende et qu'il parvienne à ouvrir de l'extérieur. Elle peut alors lui passer la clé. Quelques secondes plus tard, ils sont tous les deux à l'intérieur et Tess lui parle de la pièce mystérieuse. Case ne trouve pas ça bizarre, car on s'attend à trouver des objets encombrants dans une cave, mais Tess veut partir. Il l'arrête et la convainc d'attendre quelques minutes, car il veut aller jeter un coup d'œil à la cave et il pourrait avoir besoin de son aide s'il se retrouve coincé lui aussi. Au bout de quelques secondes, Case ne répond plus, alors Tess descend pour voir ce qui se passe. La porte est sur le point de se refermer, mais cette fois, Tess parvient à l'empêcher. Elle se précipite à l'étage et laisse tomber les clés sur la table avant de saisir une chaise qui bloque la porte. Elle se dirige ensuite vers la pièce mystérieuse, mais Case n'y est pas. Tess scrute le couloir et, grâce à la lumière de son téléphone, aperçoit une nouvelle porte. En l'ouvrant, elle découvre un tunnel sinistre. À cet instant, elle entend Case appeler à l'aide, elle rassemble son courage et s'y engouffre. Après avoir franchi un portail, elle découvre des cages vides contenant des gamelles.
Elle se met à pleurer et continue de fouiller le tunnel jusqu'à ce qu'un bruit la fasse sursauter. C'est Case. Lui aussi est terrifié et dit qu'il a été mordu. Ils conviennent qu'ils doivent partir, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la sortie, ce qui provoque une dispute. Soudain, une monstrueuse femme nue apparaît dans le couloir et s'empare de Case pour lui fracasser la tête contre le mur jusqu'à ce que mort s'ensuive. Puis, le monstre rugit sur Tess. Pendant ce temps, Agi, acteur à succès, conduit près de la plage lorsqu'il reçoit un appel de ses producteurs. Il l'informe que sa partenaire l'accuse de violence et qu'il est donc renvoyé. Agi nie les faits et panique, mais les producteurs lui révèlent que les médias sont déjà au courant. Agi raccroche et arrête la voiture pour contempler l'océan, abasourdi. Quelque temps plus tard, il consulte son comptable, qui lui fait remarquer qu'il ne pourra pas se payer un avocat et maintenir son train de vie luxueux. Comme le secteur ne lui offre aucune nouvelle perspective, Agi doit envisager de vendre certains biens, et son comptable lui conseille même de démissionner. Après cela, Agi s'envole pour Détroit et constate que l'incident est déjà médiatisé, il doit donc se faire discret. Le soir, il arrive à Brightmoor et révèle être le propriétaire de la mystérieuse maison et vouloir la vendre. Apercevant la voiture de Tess garée devant, il entre et trouve une chaise bloquant la porte, il la déplace et ferme la porte du sous-sol. Il remarque alors les affaires de Case et Tess dans différentes pièces, mais il n'y a personne. Il appelle son agent immobilier, qui lui explique qu'il n'y a pas eu de réservation depuis des semaines. Agi se demande si la maison n'a pas été squattée, mais comme ce n'est pas son problème, elle raccroche. Plus tard, Agi va dans un bar avec un ami et avoue avoir profité de sa partenaire, mais il minimise la situation. Il l'insulte même, l'accusant de vouloir ruiner sa carrière. De retour chez lui, Agi laisse un message sur le répondeur de sa partenaire pour s'excuser, malgré l'interdiction formelle de son avocat. Le lendemain matin, Agi se réveille avec une terrible gueule de bois qui le fait vomir. Il fouille alors tous les sacs et valises abandonnés jusqu'à trouver l'ordinateur portable de Tess. Son nom apparaît à l'écran, mais Agi ne peut accéder à l'ordinateur sans mot de passe. Après avoir trouvé les clés sur la table, Agi regarde au sous-sol, où la lumière est éteinte. Personne ne répond à ses appels, mais un bruit l'inquiète. Comprenant que les squatteurs sont en bas, Agi s'habille, prend un couteau et une lampe torche, puis descend au sous-sol. En regardant autour de lui, il entend un autre bruit et trouve la corde. Il tire dessus et découvre la porte cachée. Il trouve ensuite la pièce inquiétante, ce qui ne fait qu'attiser son excitation. Agi retourne au salon et fait des recherches en ligne pour savoir si les espaces souterrains augmentent la valeur d'une maison. Il apprend qu'il peut inventorier le sous-sol séparément, alors il s'empare d'un mètre ruban et se précipite en bas pour mesurer les recoins secrets. Il déplace même le lit pour ce faire, sans se soucier le moins du monde de ce que la pièce implique. Finalement, Agi trouve l'autre porte et son excitation redouble lorsqu'il aperçoit le tunnel. Il continue de prendre des mesures et ne s'arrête que lorsqu'il entend de la musique. Il aperçoit une lumière au bout du tunnel et la suit jusqu'à trouver une autre pièce. L'odeur y est nauséabonde, le sol est recouvert de vieilles couvertures et une petite télévision diffuse une vidéo d'une mère allaitant son bébé. Soudain, le maître ruban se tend, alors Agi le lâche et le regarde disparaître dans le tunnel. Entendant un bruit étrange, il se met aussitôt à courir. Il trébuche et laisse tomber sa lampe torche, qui se met à dysfonctionner. La lumière est encore suffisante pour qu'Agi voie le monstre arriver, et elle s'approche assez pour grogner à son visage. Agi reprend sa course, mais tombe dans un trou et se blesse au bras. Après que la créature a recouvert le trou d'un couvercle, Agi est surpris par Tess qui lui couvre la bouche et lui ordonne de se taire. Un retour en arrière, en 1982, nous montre à quel point le quartier était agréable à l'époque. La maison appartenait alors à Frank, qui un jour se rendit à l'épicerie pour acheter le nécessaire pour un accouchement à domicile. Une fois ses affaires en main, il les rangea dans le coffre et s'apprêtait à rentrer chez lui, lorsqu'il remarqua une belle femme. Il décida de la suivre et se gara devant chez elle. Il était clair que ce n'était pas la première fois que Frank agissait ainsi, car il avait un déguisement dans son coffre. Il se fit passer pour un électricien et frappa à la porte de la femme, prétextant qu'il vérifiait toutes les maisons du quartier à cause de panne de courant. La femme le laissa entrer et Frank se glissa dans la salle de bain, où il déverrouilla la fenêtre. Sur le chemin du retour, son voisin l'aborda et lui annonça qu'il vendait sa maison car le quartier était devenu un véritable enfer. Après avoir déclaré qu'il ne déménagerait jamais, Frank descendit toutes ses provisions à la cave, d'où l'on entendit les cris d'une femme. Dans le présent, Tess dit à Agi de rester calme pour ne pas perturber la créature. À ce moment-là, le monstre apparaît et leur tend un biberon.
Tess boit sans hésiter et demande à Agi d'en faire autant, car la créature veut qu'il soit ses bébés. Mais Agi refuse, alors le monstre descend lui aussi dans le trou. Elle caresse doucement la tête de Tess et l'appelle « bébé », mais elle grogne sur Agi en lui saisissant le cou. Soudain, la créature tire Agi hors du trou et l'emmène dans le salon, où elle le force à boire son lait tout en suivant la vidéo sur l'écran. Comme la créature a laissé le couvercle ouvert, Tess s'empare de la lampe torche d'Agi et saute jusqu'à réussir à sortir du trou. En avançant dans le tunnel, elle marche accidentellement sur le ruban adhésif, ce qui alerte le monstre. Tess court aussi vite qu'elle le peut et retourne au sous-sol, mais malheureusement la porte est verrouillée et rien ne l'ouvre. Elle décide alors de briser la vitre et de sortir en rampant du bâtiment, ce qui lui prend beaucoup trop de temps. Heureusement, André arrive à temps pour l'aider à s'échapper juste avant que la créature ne l'attrape. André dit à Tess qu'il est au courant pour le monstre et qu'elle devrait partir sans Agi, la prévenant qu'il y a quelque chose de bien pire dans la maison. Tess insiste, elle doit aider Agi. Mais André explique que la créature peut sortir la nuit et qu'elle l'attaquera si elle la voit. Au sous-sol, Agi quitte le salon et explore les tunnels à la lumière de son téléphone. Il finit par trouver une sonnette reliée à une ligne électrique et la suit jusqu'à découvrir une autre porte. La créature se lance bientôt à sa poursuite, mais elle s'enfuit aussitôt en le voyant près de cette porte. Agi entre alors dans cette nouvelle pièce, remplie d'ordures, mais aussi de vêtements, de meubles et d'une autre télévision. Sur un lit, Agi est surpris de découvrir Frank, un vieil homme, qui fait quelques gestes pour demander de l'eau. Agi lui tend la bouteille, mais ne comprend pas le geste suivant, il se contente alors de rapprocher la table de chevet du lit. Puis, il continue de fouiller et trouve une pile de vieilles cassettes VHS. Il les visionne et découvre les enregistrements de toutes les femmes que Frank a agressées dans cette cave. Agi, horrifié, se met à crier sur Frank, qui sort un pistolet de la table de nuit et s'efface la mémoire. Pendant ce temps, Tess quitte la ville et se rend à la station-service la plus proche, où elle emprunte un téléphone pour appeler le 911. À l'arrivée de la police, elle les conduit à la maison et leur raconte ce qui s'est passé. Cependant, les policiers ne la croient pas et refusent d'entrer dans une maison fermée à clé sans mandat, ils repartent. Désespérée, Tess brise une fenêtre du salon pour rentrer et récupérer ses clés. Alors qu'elle monte dans sa voiture, le monstre sort du bâtiment en grognant. Tess accélère et la percute à plusieurs reprises contre le mur jusqu'à ce que la créature perde connaissance. Alors que Tess rentre à l'intérieur, Agi s'empare du pistolet et quitte la pièce. Surpris par quelque chose dans le tunnel, il ouvre le feu et s'aperçoit qu'il a blessé Tess à la hanche. Agi la sort aussitôt de la maison et il constate que la créature a disparu. Comme Agi a perdu ses clés dans les tunnels, le duo s'enfuit jusqu'à trouver André, qui les emmène dans sa cachette et leur raconte l'histoire. Frank était un agresseur en série qui ne quittait jamais le quartier et emmenait toutes ses victimes à la cave pour les mettre enceintes. Puis il a commencé à mettre enceintes les bébés aussi, créant ainsi une copie d'une copie d'une copie. Cette créature est le fruit de toute cette consanguinité. Elle est née dans la cave et y vit depuis 40 ans. Agi est prêt à tout pour aider Tess, car il veut prouver qu'il n'est pas un mauvais bougre et se racheter auprès de toutes les personnes qu'il a blessées. André veut cependant qu'ils restent cachés jusqu'au lever du soleil, affirmant qu'ils sont en sécurité car le monstre n'a jamais pénétré dans sa cachette. Soudain, la créature fait irruption dans la pièce et capture André. Elle lui arrache le bras et le frappe à mort avec. Tess et Agi prennent immédiatement la fuite, mais les barbelés les empêchent de franchir la clôture. Ils grimpent les escaliers d'un château d'eau et, arrivé en haut, Agi sort son arme. Malheureusement, il la laisse tomber par inadvertance et décide alors de faire diversion avec Tess pendant sa fuite. Lorsque la créature atteint elle aussi le sommet, Agi saisit Tess par les cheveux et la jette du haut de la tour, ordonnant au monstre de la rattraper. La créature saute aussitôt à son tour et Tess voit Tess pour la dernière fois. Quelques secondes plus tard, Agi regarde en bas et aperçoit les corps au sol. Il descend et trouve enfin le trou dans la clôture, ce qui lui permet de s'échapper. Il ramasse son arme et examine les corps de plus près, pour découvrir que Tess est vivante. Il s'avère que la créature a fait office de bouclier et a amorti sa chute. Agi s'excuse auprès de Tess pour sa trahison, expliquant qu'il a paniqué. Lorsqu'il aide Tess à se déplacer, la créature se réveille et le capture, lui enfonçant les pouces dans les yeux avant de lui fendre le crâne en deux. Ensuite, le monstre émet des gémissements de tristesse, car elle voit Tess blessée mais ne peut rien faire pour elle. Tess ramasse le pistolet et le pointe sur la créature, qui réagit en l'appelant « bébé » et en lui touchant le front. Tess lui tire une balle dans la tête pour la tuer et peut enfin partir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo de ce genre. Merci d'avoir regardé.